Tesla abandonne le Canada et augmente les prix de toutes ses voitures. On vous parle de ça et de d'autres choses aujourd'hui dans un nouvel épisode de Plus de Millage. Allons-y. Vous avez vu avec l'intro de cette vidéo-là qu'on n'y va pas avec le dos de la cuillère avec Tesla aujourd'hui. Certaines personnes nous accuseront à Plus de Millage d'être des fanboys de Tesla. Alexandre conduit une Tesla. Je vous parle de la FSD et de toutes ces choses-là. La réalité, c'est qu'on essaye aussi d'être objectif et on rend à César ce qui revient à César, mais quand Tesla fait des choses qui n'ont pas de sens ou qui nous déçoivent, on vous en parle, bien évidemment. Donc, qu'est-ce qui arrive avec Tesla? Vous avez peut-être vu ça dans les nouvelles récemment. Hein? Il y a d'abord eu une hausse là, de 1000 $ sur certains modèles, mais plus tôt cette semaine, Tesla a annoncé une hausse de jusqu'à 9000 $ du prix là, de certains de ses modèles les plus populaires. Donc, on va essayer là, de vous donner vraiment là, la réalité là-dessus. En fait, la hausse pour la plupart des modèles que le commun des mortels achète est de 4000 $. Donc, les modèles Tesla Model 3 à propulsion, grande autonomie, traction intégrale, Modèle Y, Modèle S, Modèle X, 4000 $ de hausse. Le 9000 $, ça touche la Tesla Model 3 Performance, qui est une voiture, bon, qui honnêtement, là, apparaissait très abordable aux environs de 70-71 000 $ dans son segment. Puis là, à 80 000 $, ben, peut-être qu'on se réajuste un peu avec le marché là, des thermiques. Après tout, il y a peu de voitures à ce prix-là qui livraient ce genre de performance-là. Il y a bien sûr la Mustang, là, mais bon, peu importe, quand on compétitionne avec BMW M3, qui est une voiture plus performante que la Model 3, mais qui peut se vendre 2 fois le prix, ben, peut-être que ça fait du sens de rehausser le prix là, de cette voiture-là qui amène des équipements qui ont un peu là, de coûts supplémentaires. Donc, est-ce que Tesla abandonne le Canada avec ces hausses de prix-là, puis pourquoi ils font ça? En fait, on n'a pas de raison. Il n'y a pas de communication officielle à savoir pourquoi Tesla fait ça, donc on peut seulement spéculer à ce sujet. Donc, spéculons. Dans les dernières semaines et les derniers mois, depuis l'élection de la nouvelle administration américaine, il y a eu là, une forte dévaluation du dollar canadien. Il n'y a pas que la nouvelle administration, il y a aussi l'écart des baisses de taux d'intérêt des différentes banques centrales canadiennes et américaines. Bref, l'économie américaine semble se porter mieux que l'économie canadienne. Et cela a pour effet de creuser l'écart entre les deux devises. Donc, plus de gens veulent des dollars US et moins de gens veulent des dollars canadiens pour transiger. Et avec les politiques monétaires et tout, ça crée un écart. Et donc, les voitures qu'on achète au Canada de Tesla, elles sont fabriquées aux États-Unis. Leurs coûts fixes sont en dollars US. Et donc, quand on paie, nous, pour une Tesla en dollars canadiens, bien, il faut donner plus de dollars canadiens pour acheter la même quantité de dollars US. Et ça fait qu'il y a plus de coûts pour Tesla et ils vont probablement hausser les prix pour compenser ça. Cependant, ça arrive à un bien mauvais moment puisque les subventions fédérales canadiennes sont à l'arrêt et il y a une pause là, qui s'en vient pour les subventions provinciales aussi. Donc là, on avait encore 4000 $ en subventions jusqu'à la fin du mois. Après ça, on prend une pause de 2 mois au provincial puis au fédéral. Il n'y a plus rien jusqu'à preuve du contraire. Et donc, on se retrouve dans une situation où on avait 12 000 $ de subventions l'an dernier. Là, on a seulement 4 000 $ et à la fin du mois, il y aura 0 $ de subvention. Et les voitures sont d'abord une hausse de 1000 $ plus maintenant 4000 $, 5000 $ plus cher. Donc, essentiellement, acheter par exemple une Tesla Model 3 à grande autonomie, propulsion, ou un Tesla Model Y à grande autonomie, traction intégrale, qui sont des voitures quand même populaires. Ça coûte 17 000 $ de plus. Même c'est plus que 17 000 parce que 12 000 était taxe incluse, mais là, le 5 000 n'est pas taxe incluse. Fait que 17 750 $ de plus. Et donc, même si les taux d'intérêt peut-être baissent légèrement, la réalité, c'est qu'il vous en coûtera beaucoup plus cher là, pour financer puis même acheter au comptant ces voitures-là. Fait qu'est-ce que Tesla abandonne le Canada?
Je pense pas. Je pense qu'on est dans un monde qui veut pas est mené par l'argent. Et donc, qu'est-ce qui arrive dans le contexte de Tesla? Ben, c'était moins rentable pour eux de vendre ces voitures-là ici. Ils ont aussi choisi là, de maximiser leur ligne de production. On s'attendait à ce qu'ils construisent d'autres giga-usines, entre autres une au Mexique, là, qui avait été mise sur pause il y a quand même un bon moment. Ils ont voulu limiter leurs investissements. Mais là, on s'approche potentiellement de la mise en marché d'un modèle plus abordable qui pourrait potentiellement requérir la construction de nouvelles usines. Peut-être que Tesla va aller chercher plus de capitaux, vraiment maximiser ses profits, donc rehausser ses prix pour faire plus d'argent sur chaque voiture pour pouvoir investir, pour supporter cette croissance-là sans trop faire peur aux investisseurs, hein, parce que il y a une dimension là, spéculative énorme autour de la valorisation de Tesla. Hein. Elon Musk est l'un des hommes les plus riches du monde, entre autres parce que les gens s'arrachent les actions de son entreprise Tesla et se les échangent à un prix là, par rapport au profit qui est réalisé par l'entreprise, là, qui est beaucoup plus élevé que les autres constructeurs automobiles. Fait que là, peut-être qu'il y a toute une dimension autour de ça. Tesla veut maximiser ses profits. Peut-être qu'il va y avoir d'autres hausses dans d'autres pays. Ou peut-être que c'est juste pour régulariser la situation canadienne face au changement des taux de change. Il reste que ça là va avoir un impact énorme sur les ventes. Hein. Les Model 3, Model Y étaient des voitures très 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 populaires au Québec, au Canada. Elles sont soudainement près de 18 000 plus chères. Si on compte le financement, peut-être qu'on tombe à 20 000 de plus qu'avant, donc sur la durée de vie ou sur la durée de financement, bien moins abordable. Et alors qu'on a d'autres constructeurs comme Hyundai, Subaru, Toyota qui offrent des rabais sur leur VUS compact électrique, et Tesla, eux, qui rehaussent les prix, au-delà de ne pas compenser pour la baisse des subventions, qui montent les prix, ça va vraiment créer un déséquilibre et je pense qu'on va voir beaucoup de gens qui voulaient s'acheter un modèle Y qui vont faire c'est trop cher finalement, je vais acheter autre chose. Peut-être qu'ils vont aller chercher un Ioniq 5, un Kia V6 qui est en stock chez un concessionnaire avec une bonne affaire à faire. Donc je pense qu'on va voir les ventes de Tesla diminuer drastiquement en 2025, à moins qu'il y ait un changement de contexte. Donc, on croyait qu'avec la disparition des subventions, puis l'avantage au niveau des coûts de Tesla, parce qu'ils sont l'un des constructeurs qui est capable de vraiment réduire au maximum les coûts de production de ces véhicules, on pensait que ça leur donnerait un avantage, puis peut-être qu'ils tomberaient dans une guerre de prix. Clairement, à ce niveau-là, du moins pour le marché canadien, on avait complètement tort. Il y a aussi quelque chose de particulier dans ces hausses-là, c'est que le Cybertruck, lui, n'est pas affecté. Donc, Alexandre et moi, on croit que le Cybertruck, c'est aujourd'hui un véhicule qui est vendu probablement plus cher là, que sa valeur réelle au marché. Hein. Donc, on a voulu, avec le lancement de cette voiture-là, il y en a plus de 50 000 qui ont été produits, ce qui est immense pour une camionnette électrique et surtout pour une camionnette électrique au look aussi polarisant que le Cybertruck. Donc, je pense que c'est un véhicule où ils vont essayer de maximiser là, les ventes des premières éditions du Cyber Beast, là, la version la plus chère. Aller chercher tout l'argent qu'ils peuvent avec ça avant d'introduire des versions moins chères ou de baisser les prix. Donc, c'est pas un véhicule où on va voir le prix monter, mais plutôt descendre au fil des prochaines années. Mais je pense qu'ils n'ont peut-être pas encore été finis, ils n'ont peut-être pas encore terminé là, de réaliser tout le marché qu'il y avait pour ces versions-là de lancement. Très très cher, alors que l'exclusivité, c'est encore une chose. Ceci étant dit, si vous aviez réservé un Cybertruck et que vous avez encore une annonce sur Marketplace où vous essayez de vendre votre réservation pour 5 000 je pense pas que ça va arriver. Quelles sont vos alternatives dans le contexte? Si vous pensiez vous acheter une Tesla et puis là, on vous a coupé l'herbe sous le pied en haussant les prix, où est-ce que vous pouvez aller? Ben, si vous vouliez acheter une Tesla Model 3, grande autonomie propulsion parce que vous cherchez beaucoup d'autonomie, vous pouvez aller vers la Hyundai Ioniq 6. Donc ça, c'est vraiment une voiture là, qui est exactement dans ce segment de marché-là. Si on prend la traction intégrale ou les versions plus luxueuses avec des grosses roues, l'autonomie diminue drastiquement, mais un modèle de base à grande autonomie, là, je pense qu'on a 584 km d'autonomie. Je pense que c'est à peu près la même chose que la Model 3 grande autonomie. Si vous cherchez un Y, ben, les usual suspects, Kia V6, Hyundai Ioniq 5. Alexandre et moi, on croit que ce sont des excellentes voitures
Semble pas que pour 2025 au Canada, il y aura le port NACS. Là, ça, c'était comme toute une controverse parce qu'il y a différents sites de production, puis en fonction de ça, ça va affecter s'il est NACS ou CCS, là, le port. Donc, je pense que pour 2025, ça va être le port CCS. C'est juste le Ioniq 9 qui va avoir le port NACS. Mais ça reste des voitures excellentes. Vous pouvez trouver un 2024 en inventaire, possiblement, avec une bonne affaire à faire. Les Solterra sont en rabais de 16 000 en ce moment, avec 4 000 de subvention provinciale d'ici la fin du mois. Donc, Subaru a choisi de ne pas renouveler le Solterra pour 2025 au Canada. Donc, ce sont des modèles 2024 à liquider. On n'a jamais essayé le Solterra, on a déjà essayé le BZ4X, on a déjà essayé le Lexus RZ qui sont sur la même plateforme. Bon, rien d'exceptionnel hein, dans le Toyota BZ4X, mais vous semblez l'adorer parce que quand moi et Alexandre on a fait une revue de cette voiture-là, qu'Alexandre a produit un défi 500 km, vous avez été énormément, des dizaines de milliers à regarder ces vidéos-là. Donc il y a quand même un intérêt, puis le BZ4X se vend quand même. Je pense que Toyota a des défis, mais ça reste fondamentalement des voitures correctes pour le public à qui ça s'adresse. Hein, si c'est une voiture que vous utilisez principalement en ville, vous parcourez rarement de longues distances. Tout ça d'ailleurs, c'est vraiment là, la moyenne des gens. Ça va être correct. Hein. Ça se peut que si vous fassiez l'hiver, Québec-Montréal, Québec-Saguenay, quelque chose comme ça, que vous ayez besoin de vous arrêter pour recharger. Et ça se peut que cette période de recharge-là soit longue, mais si c'est très occasionnel pour vous, il n'y a pas trop de problème. Donc, hein, à prendre avec un grain de sel, c'est pas nécessairement une mauvaise voiture et il y a des très bonnes affaires à faire dans un cas comme dans l'autre. Subaru, je pense, applique plus de rabais en fait dans leur cas puisque fin de modèle, ils veulent vraiment libérer les inventaires le plus rapidement possible. Pas que ça traîne dans les cours de concessionnaires parce qu'ils ne renouvellent pas ce modèle-là, mais aussi parce que le prix de détail, le PDSF du Solterra était plus élevé parce qu'il y avait seulement une version à traction intégrale qui était disponible, alors que chez Toyota, on avait des versions à traction qui étaient disponibles et qui étaient plus abordables aussi. Sinon, ben, dans le monde des PHEV, les subventions, bon, se sont aussi tout autant effondrées. Hein. On n'a plus que 2000 $ de rabais provincial jusqu'à la fin du mois et après le 31 mars qui vont apparaître, mais il y a les Mitsubishi Outlander PHEV qui sont en rabais. J'entendais des rabais de 3000 $ à la radio en ce moment. Donc quand même plus cher que l'année dernière, mais tout de même, là, ça reste un choix intéressant dans la mesure où la disponibilité du RAV4 Prime demeure limitée. Il y a aussi d'autres options qui s'offrent à vous. Si vous vouliez quand même acheter un modèle Y, puis vous dites ah, je veux un modèle Y, puis là il est soudainement plus cher, ben là peut-être que ça vous ouvre un nouveau monde de possibilités. Vous pouvez considérer un véhicule qui était avant plus cher, peut-être moins compétitif, qui est plus gros. Hein? Kia EV9 et le nouveau Hyundai Ioniq 9 là, qui vient d'être lancé au Salon de l'Auto de Montréal en grande première canadienne. Bon, on n'a peut-être pas les prix là, pour le nouveau modèle de Hyundai, mais Kia EV9 en traction intégrale, grande autonomie, à peu près 65 000 $ pour un Land non premium. Mais là, on tombe dans les mêmes eaux qu'un modèle Y pour un véhicule qui est plus gros, qui a une troisième rangée, qui remorque 5000 livres, donc qui remorque plus, qui a quand même une bonne autonomie et qui est, selon moi, la voiture de l'année dernière, 2024, le EV9. Donc là, ça peut peut-être ouvrir vos perspectives. Donc, est-ce que ça veut dire qu'Alexandre et moi, on va changer d'opinion sur Tesla? Ben, clairement, on va moins recommander leur véhicule. Hein. Pour moi, l'achat d'une Tesla Model 3 à autonomie standard lorsqu'elle était disponible en 2024, c'était un excellent choix. Avec l'apparition du modèle grande autonomie produit aux États-Unis, qu'on a eu plus récemment, qui avait une très grande autonomie, je trouvais que c'était un excellent choix. Mais là, disparition des subventions, hausse de prix, c'est terminé. À moins que vous soyez vraiment un fan de Tesla, leurs voitures sont soudainement beaucoup moins compétitives, particulièrement dans un contexte où il y a des rabais là, sur des véhicules des constructeurs plus traditionnels. Fait que, regardez vos options, essayez de voir qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui peut correspondre à vos besoins. On pense quand même que Tesla a l'avantage au niveau là, de la conduite autonome supervisée avec la FSD qu'on a pu essayer récemment.
Mais il va falloir voir où est-ce qu'ils vont s'en aller avec tout ça. C'est un constructeur qui nous a habitués à changer régulièrement les prix de leurs voitures. Hein. Ils vont soit les rehausser ou les rabaisser. Est-ce que je prédis qu'ils vont rebaisser le prix de ces véhicules-là? Pas nécessairement, parce qu'ils n'ont peut-être pas tant besoin du marché canadien. Peut-être qu'ils misent sur d'autres marchés. Il y a aussi une réalité là, de chaîne d'approvisionnement. Hein. Donc, depuis que le Canada n'acceptait plus la vente sur son territoire de véhicules électriques construits en Chine, mis à part l'application de tarif de 100% qui fait aucun sens dans le marché. Donc, peut-être là, que le Canada devenait un peu une épine dans le pied de Tesla parce qu'il fallait qu'ils prennent de leur production de ces usines-là américaines très, très, très valorisées qui veulent vendre sur le marché américain en dollars US et faire plus d'argent. Peut-être qu'ils se disent, on délaisse un peu le Canada ou on y reviendra plus tard. Il va falloir voir ce qui s'en vient avec ça. Ça conclut notre podcast qu'on a fait là, un peu ad hoc, considérant les nouvelles là, du côté de Tesla. Dites-nous ce que vous pensez de toute cette situation-là dans les commentaires. Donc, c'est le temps de vous laisser aller. Et si vous faites partie du culte de Tesla et que vous allez en acheter une, peu importe le prix, vous pouvez aussi nous le dire dans les commentaires. C'était Gabriel pour Plus de Millage. On se dit à la prochaine.